Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau d'À votre avis maître sur Azur TV. Votre rendez-vous juridique. Au sommaire ce jour, nous vous proposons de parler d'un sujet d'actualité du barreau de Nice, à savoir la conférence du jeune barreau. C'est une manifestation qui va avoir lieu le 15 novembre prochain. C'est un concours d'éloquence au cours duquel deux avocats du barreau de Nice, de jeunes avocats, sont distingués pour leur éloquence. Donc, c'est un concours qui a lieu tous les 2 ans, qui est ouvert aux avocats qui ont moins de 5 ans d'exercice et moins de 35 ans. Et à l'occasion de celui-ci, lorsqu'ils sont distingués, on leur demande après de remplir certaines fonctions de représentation du barreau, et notamment on leur demande aussi d'assurer des commissions d'office dans des affaires correctionnelles un peu complexes ou des affaires criminelles. Cette année, le sujet, c'était la parité homme-femme dans le monde judiciaire, c'est-à-dire un sujet de société complètement d'actualité, mais c'est vrai qui prend un relief tout particulier dans le monde judiciaire, dans la mesure où les avocates et les magistrates sont de plus en plus nombreuses aujourd'hui. Alors pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau Maître Robert Cerezola, qui est avocat au barreau de Nice, qui est membre du Conseil de l'Ordre en exercice, qui préside à la fois la commission communication du barreau de Nice, mais aussi la commission relations extérieures. À ce titre, d'ailleurs, vous avez permis le jumelage entre le barreau de Nice et le barreau de Madrid, tout récemment. Vous êtes avocat féru de droit international, polyglotte. J'aurai l'occasion donc de vous donner la parole dans quelques instants. Je présente d'abord également notre confrère, jeune confrère, Jean-Raphaël Demarquis. Vous êtes avocat au barreau de Nice depuis le début de l'année, depuis janvier 2013, et c'est donc vous, le lauréat, félicitations, de ce concours d'éloquence 2013. Vous allez nous en parler dans quelques instants. Maître Cerezola, tout d'abord, vous présidez ce jury. Qu'est-ce qui est si important dans ce concours d'éloquence, non seulement pour notre profession, mais pour le monde judiciaire en général, et même au-delà ? Parce que cela rayonne véritablement dans toute la cité. Pourquoi est-ce si important ? Eh bien, premièrement, le concours d'éloquence est une épreuve ancienne qui date du XVIIe siècle dans notre profession et qui avait pour but de former à l'art oratoire nos confrères. Ça a pris toute son importance au XIXe siècle parce que c'est la grande époque de l'avocat, l'artiste du verbe, dans les prétoires. Et ce concours d'éloquence est une tradition qui a été maintenue jusqu'à ce jour à travers ce qu'on appelait autrefois la conférence du stage, qui n'existe plus puisque les avocats aujourd'hui n'ont plus l'obligation d'effectuer un stage depuis 2006. Et nous avons perpétué la tradition du concours d'éloquence à travers ce que nous appelons la conférence du jeune barreau, et qui se déroule tous les 2 ans. En fait, c'est une fois par bâtonnat, et qui, en quelque sorte, est une forme de vitrine pour notre profession, puisque un avocat, c'est avant tout normalement un artiste du verbe, et donc le concours d'éloquence se justifie. Même si, aujourd'hui, nous le savons, le métier d'avocat a beaucoup changé, que la procédure écrite s'impose de plus en plus. Il n'y a plus qu'au pénal où, finalement, l'avocat traditionnel, dans son image traditionnelle, garde toute sa splendeur, puisque entre l'informatisation de nos cabinets, entre la transmission de nos pièces et conclusions par la voie du RPVA, le réseau privé virtuel des avocats, je dirais, nous avons de moins en moins l'occasion de plaider au sens classique du terme. Et ce concours d'éloquence, c'est une réminiscence du passé presque, mais il faut le maintenir bec et ongle parce qu'un avocat, c'est avant tout quelqu'un qui porte la voix de son client dans les prétoires et qui doit le faire de façon convaincante. Alors ce concours d'éloquence a toujours une actualité, y compris aujourd'hui, et pour le futur, nous l'espérons. Car il est vrai qu'aux intérêts de nos clients, nous pouvons faire basculer les choses par ce pouvoir de conviction au-delà de l'écrit, même en soutenant, même brièvement, parce qu'on nous demande de raccourcir nos plaidoiries, mais c'est vrai que tous les jours dans notre métier, on insiste pour pouvoir plaider. Absolument. Ce sujet, la parité homme-femme dans le monde judiciaire, pourquoi est-ce qu'il a été choisi ? Alors, ce sujet est en quelque sorte un hommage, un double hommage, d'une part à notre invitée d'honneur, qui cette année sera Madame Michèle Cotta,
Madame Michel Cotta, tout le monde sait que c'est une niçoise d'origine. Dont les deux parents étaient avocats. Les deux parents étaient avocats, journaliste de renom, et puis une femme précurseur en la matière, puisque une femme dans un milieu d'hommes, très souvent, qui a montré toute l'étendue de sa compétence et tout son talent. Et puis surtout, notre bâtonnier, qui achève son mandat à la fin de cette année, est une femme, Maître Marie-Christine Mouchant. Ce n'est que la seconde femme dans l'histoire du barreau de Nice à avoir été bâtonnier. Donc il nous a paru intéressant de faire travailler nos jeunes confrères sur le sujet de la parité homme-femme, bien sûr en lien direct avec notre profession d'avocat, mais par extension avec toutes les professions du secteur judiciaire. Qu'est-ce qui vous a séduit chez les deux lauréats qui ont été distingués? J'ai oublié de préciser que la seconde candidate donc, qui a gagné ce concours d'éloquence, après vous, Maître de Marquis, c'est Maître Myriam Ouam, qu'on félicite également. Qu'est-ce qui vous a séduit dans leurs deux discours? Alors, nous avons eu d'abord 10 candidats qui se sont présentés aux éliminatoires. Il y a 2 épreuves. Il y avait une première épreuve d'improvisation qui nous a permis de sélectionner 5 candidats au 2e tour. Et puis, sur les finalistes, ce qui nous a séduit, c'est en réalité 2 personnalités complètement différentes, je ne dirais pas opposées, mais tout à fait distinctes. D'un côté, Maître Myriam Ouam, qui est quelqu'un, vous le verrez, en tout cas ceux qui auront le privilège d'assister à notre entrée solennelle le verront, c'est quelqu'un de très passionné, de très engagé, de tout à fait érudite et qui a des idées très arrêtées sur la question. Et puis nous avons Maître Jean-Raphaël de Marquis ici, qui est dans l'humour, dans le brillant, dans le talent oratoire, je dirais pur, dans la tradition classique, et qui se complètent parfaitement à nos yeux et qui, j'espère, séduiront notre auditoire le 15 novembre prochain. Maître de Marquis, vous êtes le fils de Jean-Albert de Marquis, avocat au barreau de Nice, le frère de Pierre-Emmanuel de Marquis, avocat au barreau de Nice, dont vous avez bien sûr rejoint le cabinet généraliste qui fait beaucoup de responsabilités civiles de votre famille. Vous êtes aussi maître de conférence à l'université de droit, Nice-Sophia Antipolis. Comment articule-t-on ces 2 professions quand même bien prenantes de professeur et d'avocat de droit? Alors, pour moi, ça a véritablement été une vocation parce que j'ai toujours voulu faire de l'enseignement universitaire. J'ai donc écrit une thèse en procédure pénale sous la direction de Madame le professeur Coralie Ambroise Castero. Et puis ensuite, j'ai choisi de rejoindre le barreau. Et aujourd'hui, je trouve que les 2 activités sont vraiment très complémentaires. Alors évidemment, ça fait des grosses journées parce que c'est 2 vrais beaux métiers à part entière. Mais j'éprouve vraiment le même plaisir à porter la robe d'avocat d'une part. Et puis d'autre part, évidemment, enseigner dans les amphithéâtres de la faculté de Nice. Je crois que les deux sphères, les 2 activités ne doivent pas être scindées de manière artificielle, ne doivent pas être systématiquement opposées. Et au contraire, je crois qu'elles sont vraiment complémentaires et que l'enseignement universitaire vient enrichir la pratique professionnelle et vice-versa. Donc je suis ravi de pouvoir faire les 2. Et je crois que c'est appelé à la fois aux étudiants qui sont contents d'avoir des exemples très concrets, des exemples qui sont vraiment issus de notre réalité quotidienne en qualité d'avocat. Et puis, côté clientèle libérale aussi, je crois qu'ils sont contents de savoir que les avocats se forment quotidiennement, participent à des colloques, peuvent écrire des articles ou sont chargés d'activités purement universitaires. Bien sûr. Comme l'a dit Maître Cerezola, vous avez distillé beaucoup d'humour dans ce discours que vous avez pris, que j'ai eu l'occasion de lire, et c'est vrai qu'on se régale à sa lecture. Est-ce à dire que vous avez considéré ce sujet un peu lourd quelque part, qu'il a fallu un peu l'alléger? Alors, lourd, je ne sais pas. C'est vrai que le sujet est à la fois un sujet de société et puis à la fois un sujet de grande actualité avec évidemment des controverses importantes en fonction des convictions des uns ou des autres. Mais à titre personnel, j'avais pris le parti de vraiment le traiter à travers le second degré, à travers la dérision, parce que je crois que ça faisait aussi partie de l'éloquence de mettre une pointe d'humour. Et je pensais que c'était aussi une manière peut-être de se démarquer, de dénoter un petit peu. Et donc, c'est un choix que j'ai fait dès le début, d'essayer de prendre ça avec beaucoup de recul. Très bon choix donc, puisque c'est vous qui avez été le lauréat. Est-ce que vous pouvez nous dire, sur le fond de votre discours, finalement, si vous êtes pour ou contre alors la parité homme-femme dans le monde judiciaire? Alors, l'exercice qu'on m'avait proposé, qu'on m'avait soumis, consistait en fait à se
positionné d'abord pour la parité et puis ensuite contre la parité, ce qui rendait les choses délicates. Personnellement, comme si vous étiez l'avocat d'une partie, puis de l'autre, c'est ça, dans un procès. Ça revenait à plaider en demande, puis en défense, voilà, consécutivement, exactement. Alors moi, personnellement, l'idée que j'ai tâché de soutenir, c'est que finalement, la parité, c'est souvent un sujet qui est abordé uniquement sous le prisme des femmes, et c'est peut-être ce qui est dommage, puisque aujourd'hui, vous l'avez dit dans votre introduction, la difficulté, c'est qu'il y a également... il y a une recrudescence des femmes, et le milieu judiciaire se féminise de plus en plus, et donc il faut peut-être s'intéresser aussi aux hommes. Et j'ai donc regardé ce premier problème avec un peu d'humour pour essayer de rétablir une égalité en faveur des hommes. Et puis, d'un deuxième temps, puisque évidemment il y a quand même des inégalités qui persistent, notamment sur le salaire, sur le statut des femmes dans le métier d'avocat, j'ai montré qu'il y avait encore un travail à faire. Et puis profondément ensuite, et c'est sur ces aspects-là que j'étais personnellement convaincu, c'est pas tellement que je suis contre la parité, parce que personne ne peut s'opposer à la parité, c'est évidemment un objectif qui est très louable, mais je suis par contre assez critique vis-à-vis de certains moyens qui permettent de la promouvoir, et par exemple la politique des quotas, cette parité un peu imposée, me déplaisait. Donc j'ai tâché de lister comme ça certains outils mis en œuvre pour promouvoir la parité qui me paraissaient pas ou peu adaptés. C'était un peu l'approche que j'ai voulu défendre. D'accord. Maître Cerezola, selon une certaine idée reçue qu'on entend souvent, le fait qu'aujourd'hui les magistrats sont vraiment très majoritairement des femmes, à l'ENM c'est quasiment que des personnes de sexe féminin qui réussissent le concours en premier lieu, certaines personnes pensent que la manière de juger en est un petit peu différente, notamment en matière familiale ou en matière pénale quand il s'agit d'agression sexuelle ou autre. Est-ce que vous pouvez nous en parler, compte tenu de votre pratique, de ce que vous en avez réfléchi? Alors personnellement, je pense que ce sont des a priori tout à fait stupides, parce que le problème n'est pas d'être jugé par un homme ou par une femme, le problème est d'être jugé par un magistrat compétent. Donc le fait de sexuer la profession, c'est un petit peu stupide. Ce sont des querelles vraiment, qu'elles épousent les thèses de la parité, de la discrimination renforcée ou pas d'ailleurs, qu'elles soient dans une position tout à fait réactionnaire, rétrograde, pour la prééminence des hommes sur les femmes, tout ça est tout à fait parfaitement ridicule. Nous avons besoin de compétences avant tout. Et le fait que les femmes soient de plus en plus présentes dans les fonctions judiciaires, c'est peut-être parce qu'elles réussissent mieux leurs études que les garçons. Ça n'est pas une spécificité du monde judiciaire. Je pense que c'est une donnée qui est constante dans toute la société moderne. Et finalement, je ne vois pas où est le problème. Je n'ai pas personnellement constaté plus d'investissement d'un côté ou de l'autre que le magistrat soit une femme ou un homme. Donc je pense que nous devons éduquer, nous devons indiquer aux personnes, aux plaideurs que ça n'a absolument aucune importance. Tout ce que nous voulons, ce sont des magistrats compétents. D'autant plus qu'à l'ENM, on apprend aux futurs magistrats à justement mettre à distance tout ce qu'ils pensent, non pas parce qu'ils sont des hommes et des femmes, mais en général parce qu'ils sont des êtres humains, qu'ils ont une histoire particulière, de faire vraiment abstraction de tout ça. Donc normalement, y compris le fait d'être un homme ou une femme, bien sûr. Donc c'était important quand même d'acter ce point-là, parce qu'on entend souvent revenir ce lieu commun par rapport à cette question-là, de la féminisation, en tout cas de la magistrature. Chez les avocats, ça a moins de poids, de conséquences. Mais... Il faut indiquer que notre barreau, qui comporte à peu près 1000 avocats aujourd'hui, compte à peu près, avec la prochaine promotion de 2014, comptera aux alentours de entre 520 et 530 femmes. Donc vous voyez, les femmes ont d'ores et déjà la majorité, une majorité courte, mais la majorité, et je ne pense pas que notre métier s'en porte plus mal, ou que les hommes se sentent persécutés pour l'instant par une trop grande présence féminine dans notre barreau. On va demander à Maître de Marquis ce qu'il en pense. On aimerait bien entendre un petit extrait de votre discours, comme ça on verra bien concrètement ce que c'est, si ça ne vous dérange pas. Alors bien sûr, je vais donner un petit passage. Messieurs, c'est précisément à vous que je souhaite en premier lieu m'adresser.
Vous qui, comme moi, êtes un peu surpris, voire lassé, que le thème de la parité soit, dans l'immense majorité des cas, envisagé sous le seul prisme de la protection des femmes. À chaque fois qu'un projet de loi voit le jour, à chaque fois qu'un article est publié, c'est précisément pour rétablir une inégalité dont les femmes seraient les seules victimes. Comme si le thème de la parité était naturellement associé dans l'inconscient collectif à la défense des droits des femmes. Mais comment peut-on souhaiter une intervention législative en faveur des femmes, alors même que celles-ci, on l'a dit, sont omniprésentes dans le milieu judiciaire? Les chiffres parlent d'eux-mêmes, et mon confrère les a rappelés. Aujourd'hui, plus de 60% des juges sont des femmes, et le phénomène est appelé évidemment à s'intensifier, dans la mesure où 75% des étudiants de l'École nationale de la magistrature sont désormais des femmes. Concernant plus spécifiquement la profession d'avocat, la barre symbolique des 50% de femmes a été franchie en 2011. Puis il faut également relever qu'actuellement 2 fois plus de femmes que d'hommes rejoignent la profession chaque année, de sorte qu'évidemment à moyen terme, les femmes représenteront plus de 70% de l'effectif global des avocats. Parmi les professions judiciaires et juridiques réglementées, la profession d'avocat est donc sans conteste celle qui compte le plus de femmes. Indiscutablement donc, si le législateur devait intervenir, ce serait évidemment pour voler au secours des hommes. Véritable espèce en voie de disparition. L'homme avocat se doit aujourd'hui d'être protégé, minoritaire dans les amphithéâtres, menacé dans un prétoire qui, chaque jour, se féminise un peu plus et écarté de certaines instances représentatives. L'avenir de l'homme avocat est en péril. Il est temps que le législateur intervienne. Les enjeux sont de taille. Mesdames, vous êtes-vous déjà mis une seconde dans la peau de l'un d'entre nous? Comment pouvez-vous décemment accepter que dans certaines juridictions, il soit aujourd'hui devenu impensable de partager notre fine analyse du match de football devant lequel nous nous sommes endormis la veille, ou notre indignation légitime face au montant du dernier transfert signé par l'équipe du Real de Madrid? La matinée entière peut parfois tourner au calvaire pour nous. Dès les premières lueurs du jour, il nous faudra subir les blagues sexistes de Madame la Présidente, alors que sa greffière ironisera une fois encore sur notre incapacité à noter avec rigueur la date du rôle. La journée entière peut parfois se compliquer, quand va arriver notamment le moment fatidique des plaidoiries, frappés par l'intelligence brutale des femmes, sonnés par la finesse de leur analyse juridique, bousculés par la rigueur de leurs démonstrations ou la force de conviction de leurs propos, l'homme n'a d'autre choix que d'accuser les coups. Le plus souvent alors, il va se recroqueviller sur lui-même, avant de se replier malhabilement au front du prétoire, prétextant un énième appel téléphonique urgent. Parfois enfin, quand l'éloquence féminine va se faire plus violente, l'homme adoptera la position fœtus, s'arc-boutant alors à son plus gros stylo Mont-Blanc ou à sa pince à billets Dupont, dernier vestige masculin d'une époque aujourd'hui révolue. Isolé, malmené, moqué et parfois violenté au sein d'interminables audiences où les coups d'ongles sont devenus légion, l'homme est alors le plus souvent contraint de déposer timidement son dossier, s'excusant encore d'avoir osé une cote de plaidoirie sombre, là où le rose de fuchsia et le jaune de Damas font désormais les préférences de la juridiction. Vous l'avez compris, l'heure est grave et le constat alarmant. Toutefois, j'entends déjà les critiques de mes contradicteurs qui regrettent que je me sois arbitrairement focalisé sur le triste sort des hommes, mettant en exergue les seuls chiffres relatant le nombre croissant de femmes dans le milieu judiciaire. Il serait évidemment réducteur d'aborder le sujet relatif à la parité sous ce seul angle-là, et cette approche volontairement provocatrice que j'ai retenue et ces chiffres relatifs à la féminisation exponentielle du métier dissimulent en réalité de graves inégalités persistantes. Empruntant la formule célèbre de Simone Veil à l'aube de la réforme sur l'interruption volontaire de grossesse, je me dois de rappeler qu'il règne aujourd'hui encore sur la question des femmes dans les professions du droit des désordres et des injustices. Parmi les problèmes les plus préoccupants, je crois que les écarts importants de rémunération entre hommes et femmes ou l'inégal accès à des postes à responsabilité doivent être combattus avec fermeté. Là encore, les chiffres sont révélateurs d'une profonde injustice. Il est en effet particulièrement inquiétant de relever qu'une femme sur 3 quitte notre profession dans ses 10 premières années d'exercice. Concernant les inégalités de revenus, les chiffres les plus récents proviennent de Paris, où le revenu annuel moyen des avocates était de 57 268 € contre 100 374 € pour les avocats. La différence est évidemment énorme. De même, on constate de manière inexplicable un écart de 12% entre les rétrocessions des collaborateurs et celles des collaboratrices, et ce dès la première année d'exercice.
sur ces aspects. Je rejoins François Giroud qui disait dans une formule d'une grande justesse, la femme serait vraiment l'égale de l'homme le jour où, à un poste important, on désignerait une femme incompétente. Mesdames, en rappelant ces quelques vérités statistiques et en dénonçant publiquement les pratiques injustifiables, j'espère avoir établi un certain équilibre dans ma présentation. Mais vous l'avez senti, tout ceci n'était qu'une posture, un artifice. N'étant moi-même pas convaincu, je n'ai pas su être bien convaincant. J'ai pourtant tout essayé. J'ai fait preuve d'une abnégation exemplaire. Je n'ai reculé devant aucun sacrifice, dans l'espoir de faire bonne figure devant vous. Mais à l'image du kayakiste contraint de ramer à contre-courant, ou du jeune végétarien diabétique que l'on forcerait à terminer un magret de canard au miel, le cœur n'y était pas et l'épreuve s'est avérée laborieuse. Je ne peux ainsi vous cacher plus longtemps mon intime conviction quant aux problématiques soulevées par le sujet. Le monstre qui sommeille en moi est maintenant démasqué, je suis fondamentalement contre la parité. Il me paraît difficile, pour être honnête, voire impossible, de se présenter fièrement au XXIe siècle comme un farouche opposant à l'idée d'une parité homme-femme. En effet, j'imagine difficilement une stupidité plus totalement consternante et poussiéreuse que celle qui consisterait à se prononcer contre la parité ou à lutter contre l'égalité professionnelle dans le milieu professionnel. Les quelques vieux machistes réactionnaires qui s'y risquent se voient d'ailleurs régulièrement hués pour l'obsolescence de leurs idées. Vous l'avez compris, je ne m'associerai évidemment pas à ces derniers. Toutefois, si je ne suis pas contre la parité, je dois avouer, et je vous le disais tout à l'heure, ne pas être totalement convaincu par l'ensemble des moyens classiquement mis en œuvre pour la promouvoir. 3 moyens me paraissent en effet particulièrement perfectibles: la politique des quotas, dont on disait un mot tout à l'heure, la féminisation des noms de métiers et l'essor également d'un communautarisme agressif. À titre d'exemple, permettez-moi de dire un mot sur la terminologie de quota. Elle me semble particulièrement inappropriée aux problématiques que soulève la question de la parité homme-femme. Un quota d'hommes? Un quota de femmes? Mesdames, est-il possible d'adopter une attitude plus humiliante et plus attentatoire aux droits des femmes que de vous réserver un sort lexical en tout point identique à celui généralement utilisé pour les produits laitiers, les tonidés ou les bovins? Si la fonction pédagogique des lois peut certainement participer à l'évolution des mentalités, la parité imposée s'apparente pour moi à un constat d'échec, un échec cuisant, celui d'une société incapable de promouvoir l'égalité de ses citoyens autrement que par la contrainte. En effet, en accédant à des postes de direction au bénéfice de quotas, les femmes ne risquent-elles pas de laisser irréversiblement planer un doute odieux quant à leur légitimité ou à leur compétence à occuper de pareilles fonctions? Alors battons-nous pour que la compétence puisse prévaloir sur le genre, le talent sur le sexe. Il suffit de consulter une encyclopédie pour s'apercevoir que la parité n'est rien de plus qu'un objectif chiffré. Elle revient à systématiquement comparer, calculer, mesurer. Cette logique comptable, purement comptable, me semble inadaptée à la problématique de la parité homme-femme dans le milieu professionnel. Cantonner ce débat à une analyse qui soit purement statistique, en multipliant des camemberts et autres courbes, serait indiscutablement réducteur et maladroit. Les femmes ne sont pas que des salaires, des pourcentages ou des proportions, des probabilités. Si finalement le charisme des femmes, leur obstination, leur éloquence ou leur implication au cœur des vraies problématiques de notre profession occupaient enfin le devant de la scène, cette réalité-là n'est-elle pas infiniment plus réjouissante et plus importante qu'une accumulation de chiffres réducteurs qui restreignent le débat en même temps qu'ils en dénaturent les véritables enjeux? Enfin, ce concours m'a peut-être donné l'occasion de faire part de mon agacement quand j'entends les légitimes revendications des femmes portées par des voix stridentes d'un communautarisme agressif. Je déplore en effet que certains mouvements féministes assument fièrement le choix d'un vocabulaire guerrier, présentant ainsi la défense de leur cause comme un véritable combat. Je pense, à titre d'illustration, à l'association Chienne de Garde, qui, au-delà de son nom, n'hésite pas à utiliser tout le champ lexical de l'agressivité canine, allant jusqu'à porter au fronton de son manifeste « Nous, chiennes de garde, nous montrons les crocs ». Il est à mes yeux regrettable et en tout cas contre-productif
que la lutte contre les violences et les atteintes à la dignité des femmes passe par ce genre de formule. Quand une cause est indiscutablement noble et légitime, il apparaît inutile de la défendre en aboyant. Bravo. Félicitations pour entendre l'intégralité de ce discours. Les privilégiés qui feront partie des personnalités présentes au CUM auront cette occasion. Vous autres téléspectateurs pourrez lire l'intégralité du discours dans la presse, dans les journaux officiels ici sur la Côte d'Azur. Alors bravo vraiment, vous portez haut et fort les talents de la profession d'avocat. Cet art oratoire, il est bien sûr au service de tous les citoyens, on l'a dit tout à l'heure, c'est pour convaincre le juge dans vos intérêts. C'est voilà, une des choses les plus importantes de notre profession, une des spécificités auxquelles nous tenons bien sûr beaucoup. Merci beaucoup, merci à vous deux d'avoir pris le temps d'être présents sur ce plateau aujourd'hui. J'aurai pour ma part le plaisir de vous retrouver prochainement, c'est-à-dire le mois prochain, pour un nouveau numéro d'À votre avis maître. À très bientôt.